Bonjour, je m'appelle Eva du lycée Audiverty et Bonjour ma question Eva. c'est pour Léa. Votre BD est-elle avant tout une critique des réseaux sociaux? Il y a pas, il y a une partie, oui, qui critique les réseaux sociaux, mais pas que. En fait, je parle surtout de la pression qu'on a pour se mettre en avant tout le temps, pour faire parler de soi, et qui passe par les réseaux sociaux aujourd'hui beaucoup, mais avant, qui passait aussi par le fait de se faire aimer par son entourage, de faire plaisir aux autres avant de se faire plaisir à soi-même. Il y a beaucoup de pression sociale dans la vie parce qu'on vit dans une société qui a des normes et des codes qu'il faut respecter. Et j'avais envie de questionner tout ça, j'avais envie de mettre en scène un personnage qui se perd et qui se noie dedans pour qu'on se projette à sa place et qu'on se demande si on aurait fait les mêmes erreurs à sa place. Et donc on a beaucoup ramené ma BD aux réseaux sociaux parce que justement sur les réseaux, il y a une idée de dédoublement de l'image, du fait qu'on construit un personnage sur les réseaux qui ne ressemble pas forcément à nous dans la vraie vie et qui peut même faire faire croire aux autres que notre personnage qui n'existe pas sur les réseaux est meilleur qu'eux-mêmes dans la vraie vie. Donc voilà, on passe son temps à se comparer. Et moi, j'avais envie aussi de parler de la mémoire aussi, du fait que quand on meurt, quand on disparaît, il reste des photographies de nous, il reste un nom peut-être gravé sur une pierre tombale. Et j'avais envie de comprendre ce qu'est-ce qu'on a envie de laisser de nous, de notre image après la mort. C'était plein de choses mélangées en même temps qui a fait que, en tout cas en ce moment, peut-être que le fait que ce soit un monde assez angoissant fait qu'on projette nos propres angoisses par rapport aux réseaux sociaux d'aujourd'hui. Justement, donc le parallèle avec les réseaux sociaux est très particulier. Je vais me permettre une transition, mais à main levée, l'auditoire s'il vous plaît, qui aujourd'hui parmi vous a un compte sur un réseau social? Levez la main, un réseau social, très bien. Et après on baissera. Deux réseaux sociaux, qui a un compte sur deux réseaux sociaux? Trois réseaux sociaux, on voit que les mains restent levées. Quatre réseaux sociaux. Ah, là on a retiré, ok, très bien. Merci beaucoup, c'était important juste pour faire le parallèle, entre autres, parce que la question des réseaux sociaux est centrale et souvent posée à Léa. On avait lu dans une interview que tu avais réalisée, tu disais « Je pense que l'on existe aussi à partir du moment où les gens portent un regard sur soi ». Tu avais énuméré cette phrase, ça nous a interpellés. Qu'est-ce que tu... En fait, ça rejoint un peu ce que je dis. C'est vrai que le regard porté sur soi, il a inspiré la création des réseaux sociaux aussi, je pense. Parce que vous voyez au lycée, quand vous voyez des amis, vous essayez d'être à la mode, de bien vous habiller, vous avez peur qu'on parle dans votre dos. Et ça fait partie des images sociales, en fait, de l'image qu'on fait de soi. On se pose aussi la question, beaucoup, je pense, de qu'est-ce qu'on est censé faire, en fait, à sa place, comme quelqu'un de normal. Et je pense que c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie aussi. On a assez peur de ce regard-là. Alors peut-être aussi que c'est parce que moi je parle de ma propre voix, puisque moi je l'ai écrit en étant moi, Léa Muraviec, qui habite en France. Mais je pense que quand on est une femme aussi, c'est plus dur. Ce regard qu'on a sur soi, qui est porté sur soi, il est peut-être encore plus intrusif que les hommes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai l'impression de le vivre. Donc j'avais envie de réfléchir là-dessus, et c'est aussi pour ça que j'ai construit un personnage de femme, une héroïne, qui subit cette pression-là et qui n'en veut pas, mais qui finit par être obligée de s'y conforter parce qu'on ne lui laisse pas d'autre choix. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Cortés et je représente le lycée Louis Blériot. Donc j'ai une question à poser à l'auteur du livre, Lisa et Mohamed. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au harki, à tout le poids, le silence autour de cet aspect de la guerre d'Algérie? Pourquoi avoir fait d'un harki votre héros? J'ai l'habitude de dire, quand on me demande pourquoi j'ai choisi un sujet, que je ne l'ai pas vraiment choisi, c'est imposé à moi. Et au départ, c'est une vidéo que j'ai vue sur Internet, une engueulade entre Jeannette Boucrabe, secrétaire d'État, petite fille de harki, et Jean-Pierre Elkabbach, journaliste pied noir. Et ces gens-là étaient incapables de discuter tous les deux des harkis. Et je me suis dit, c'est incroyable que ce sujet-là soit aussi difficile à aborder. Et j'ai eu
j'ai eu envie de creuser et j'ai enquêté un peu comme le fait Lisa dans l'album. Et voilà, c'était le point de départ du scénario. En complément, du coup, Mayalène, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venu aussi ce choix de vouloir participer à cette aventure ? Alors Julien m'a contacté en fait pour me proposer le sujet, enfin qu'on travaille ensemble sur le sujet des harkis. Je venais de lire quelques mois auparavant un superbe roman d'Alice Zeniter qui s'appelle L'art de perdre, tout à fait, que j'avais adoré. Et c'est vrai que les harkis, on n'en parle pas. Et ça m'a d'autant plus résonné que ma mère a vécu en Algérie toute petite jusqu'à ses 15 ans et que c'est quelque chose qui tue dans la famille, dont on ne parle pas, dont elle ne parle jamais et dont elle ne parle malheureusement toujours pas. Donc voilà, c'était pour moi aussi quelque chose qui était important. Et c'est tombé très bien que Julien me propose ce thème-là. Bonjour, je m'appelle Manon et je viens du lycée Victor Hugo. Bonjour Manon. C'est une question pour Yamen Manaï. J'ai lu votre livre et je l'ai adoré. Et donc, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire et surtout cette amitié entre Bella et le personnage principal, une amitié qui est si forte, qui dépasse tout? Alors, la jeunesse du livre est assez particulière parce que ce n'était pas du tout un sujet pour moi. J'étais même en train de travailler sur un autre texte de la même manière que d'habitude, c'est-à-dire en prenant mon temps, en collectant des informations. Et en plus, c'était un texte d'une forme assez nouvelle pour moi parce que j'essayais d'écrire en prose. Quand j'ai allumé la télé un jour pour regarder une session de débat au sein du Parlement tunisien. Vous savez sans doute que la Tunisie a réalisé une révolution, en tout cas ce qu'on appelait une révolution, il y a à peu près 11 ans, et que depuis, on a essayé d'instaurer une vie démocratique avec plusieurs partis, des représentants du peuple, contrairement au temps de Ben Ali, qui était un dictateur avec un parti unique et sans vraiment des débats parlementaires. Donc là, on avait, depuis la Révolution, des élections, des députés qui représentent le peuple et qui discutent au sein de l'hémicycle de projets de loi. Le jour où j'ai voulu regarder une session de questions au gouvernement, en tout cas, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en France, hein. Vous pouvez regarder la chaîne parlementaire de temps en temps. Si vous vous ennuyez, vous allez voir ce que c'est qu'un débat d'idées ou un débat démocratique. Mais quand j'ai essayé de le voir en Tunisie, malheureusement, la session que j'ai regardée s'est terminée avec des scènes de violence où des députés d'un bloc assez extrémiste ont agressé des collègues à eux, des députés, et notamment des députés femmes, et c'était sous l'œil du caméra, transmis en direct. Et quand vous voyez des scènes de violence dans la rue, ça vous interpelle, ça vous choque. Quand vous les voyez au sein d'un parlement, le choc est plus important. Et quand c'est le parlement de votre propre pays, là, en fait, pour moi, c'était vraiment un bouleversement. Je me suis dit, est-ce que on a fait tout ça pour rien ? Est-ce que cette révolution, au final, n'a rien apporté ? Et est-ce que ces députés nous représentent bien ou mal ? Est-ce que la violence qu'ils portent au sein de la plus haute institution démocratique du pays, est-ce qu'elle est représentative du comportement ou pas ? Est-ce qu'on est violent ? Est-ce que la violence fait partie de la culture ambiante, si bien que des députés se trouvent décomplexés face à la caméra en assénant des gifles et des coups de poing à leurs collègues élus ? Et le livre est venu de cette interrogation, et il est venu d'une façon fulgurante, parce qu'en y pensant, je me suis retrouvé à replonger dans la Tunisie de mon enfance et à faire la radioscopie de tout ce qui n'allait pas dans cette société. Et le livre, il répond à ce questionnement. Et ensuite, pour la relation entre Bella et son amie, moi, j'ai eu le privilège de vivre une relation de cette nature qui m'a beaucoup aidé justement à rendre crédible et à donner du corps à cette relation entre les deux protagonistes de l'histoire.
J'ai une question pour l'auteur de Les Dents de lait. Est-ce que la communauté qui est décrite dans le livre, elle vous a été inspirée par une communauté qui existe vraiment? Also es gab jetzt keine konkrete Gegend oder keine konkreten Menschen, die ich als Inspiration genutzt habe, aber ich glaube schon, dass in unserer Welt gerade eher die Tendenz ist, sich abzuschotten und unangenehm oder abwertend auf Fremdes zu reagieren. Und das habe ich als Inspiration genutzt, also wie die Welt gerade an sich funktioniert. Je ne peux pas dire qu'il y avait une région concrète ou une population concrète, des gens concrets, mais c'est vrai que j'ai regardé comment dans notre monde, dans notre environnement, on observe cette tendance à prendre de la distance, à se méfier par rapport à ce qui est étranger, et ça a été clairement une inspiration pour moi. Bonjour, je m'appelle Iman, je viens du lycée Masséna. J'ai une question pour l'auteur du livre Le Spectateur. Le personnage principal est-il insensible ou hypersensible? Bonne question. Je dirais, de mon point de vue, il est assez. En fait, il est un petit peu les deux. En fait, il est un peu comme parfois. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. C'est-à-dire que je suis parfois extrêmement sensible. Et très, je ressens des émotions très fortes par rapport à certaines choses, souvent au mauvais moment, au moment où je ne devrais pas en ressentir. Et parfois, je me sens complètement indifférent à d'autres choses. Et c'est ce paradoxe un peu étrange que j'ai essayé de retranscrire. Dans Le Spectateur, je pense que la sensation qu'on peut avoir, c'est justement qu'il est... En fait, il y a des scènes où il semble à la fois insensible et... Voilà. Enfin, c'est ce paradoxe-là que j'ai essayé d'illustrer un petit peu. Mais en fait, oui, ça part du postulat que comme on reçoit énormément d'informations toute la journée avec les réseaux, avec Internet, je pense que le cerveau, il n'est pas fait pour emmagasiner autant d'informations. Et du coup, ça crée soit une indifférence qui peut poser question, parce par exemple, peut-être vous avez tous expérimenté cette expérience étrange par exemple sur Instagram ou sur n'importe quel réseau, d'avoir d'abord une information extrêmement violente et grave, je sais pas, je pense à la guerre en Ukraine par exemple, et ensuite un post où c'est par exemple la sortie d'un nouveau Pokémon ou je sais pas quel autre sujet un peu plus anodin, ou pas pour certains, mais bon, voilà. Et ce paradoxe entre un mélange d'informations extrêmement contradictoires, je pense, rend l'émotion difficile à ressentir, et parfois, justement, au contraire, on ressent des émotions très fortes et on a l'impression que c'est pas le bon moment ni le bon endroit. Donc ce paradoxe-là, qui est peut-être lié à ça, j'ai essayé de l'illustrer dans Le Spectateur, et voilà. Donc le personnage a vraiment, je pense qu'il a du mal à savoir lui-même s'il est indifférent ou justement, voilà, dans cet entre-deux.